Allez, salut tout le monde et bienvenue chez Cody, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour vous raconter la suite de la carrière légendaire de Keiji Muto. Et encore une fois, comme pour la première partie, vous l'avez vu, ça m'a demandé beaucoup de travail, donc surtout n'hésite pas à donner de la force dans les commentaires avec le partage, et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas surtout, abonne-toi bien entendu. Et donc on reprend où on s'était arrêté, à savoir en 1996, et donc on prend une petite machine à remonter le temps et je suis très heureux de vous raconter la suite de la carrière de Keiji Muto. Durant la seconde moitié de l'année 1996, Muto est opposé à l'Okami Gundan, un clan dirigé par Masahiro Shono avec Hiroyoshi Tenzan, Hiro Saito et Sabu. Oui, c'est bien le Sabu de la ICW. Me demandez pas qu'est-ce qu'il fout là, il était là. Et tout ça se finit par se transformer en guerre avec la NWO Japan dirigée par Masahiro Shono. Et là, clairement, je me vois pas continuer sans vous expliquer comment la NWO Japan a commencé. La NWO Japan a été créée pour garder un lien entre WCW et New Japan Pro Wrestling. Et personnellement, je trouve l'idée plutôt bonne. En décembre 1996, à Nitro, Min Jin Hokeland interviewe Masahiro Shono après un combat. Il lui dit que son contrat avec New Japan Pro Wrestling arrive à terme et lui demande ce qu'il va faire. Shono sort alors un t-shirt de la NWO et explique qu'il refuse de re-signer un contrat chez New Japan Pro Wrestling et rejoint NWO. Et oui, on est encore à la période où il présentait la NWO comme une nouvelle promotion plus qu'une faction. Et c'était ça un peu la nouveauté, clairement, de la NWO. Et entre nous, on le sait, NWO a été tout repris de la guerre entre UWF et New Japan Pro Wrestling. Et encore une fois, si tu veux que j'en fasse une vidéo, mets-le en commentaire. De retour chez New Japan Pro Wrestling, quelques jours plus tard, Shono annonce officiellement la création de la NWO Japan avec Hiroyoshi Tenzan et Hiro Saito. On y verra également des catcheurs de la NWO rejoindre la version japonaise de la NWO. Et donc, une guerre éclata entre la NWO Japan et l'équipe qui représente la New Japan Pro Wrestling, qui voulait défendre la promotion de l'envahisseur. Durant cette période, Muto a connu une longue période creuse dans des matchs perdants, non seulement contre les membres de la NWO, mais aussi contre d'autres lutteurs de la New Japan Pro Wrestling, comme Power Warrior à Wrestling World le 4 janvier 1997 et Shinya Hashimoto pour le championnat IWGP des poids lourds le 5 juin. Et pour moi, c'est là où le style de Keiji Muto change. À partir de 96-97, on retrouve un Muto un peu moins, on va dire, high flyer, un peu moins où il va essayer de partir dans les cordes. Il fait toujours sa roulade elbow, il fait toujours des dives du haut du coin, etc. Il fait toujours ce genre de move, mais on sent qu'il souffre un peu plus, je vais vous le raconter un peu après, il a souffert de nombreuses blessures et ça a commencé à cette période-là, et il se concentre un peu plus sur le storytelling, je trouve, et le côté je travaille une jambe et je prends le temps de la travailler et je le montre au public, et c'est là que je vois vraiment un changement de style qui le suivra pendant toute la fin de sa carrière. Et un point important, il va enlever également certains moves de son moveset, tout simplement pour éviter d'aggraver sa blessure qui, voilà, l'a fait vraiment changer de style, donc à partir de 96-97. Muto a joué au chat et à la souris, je t'aime moi non plus, avec Masahiro Shono pendant cette période, en faisant des appels du pied pour rejoindre la NWO, pour au final refuser de combattre pour eux, mais en attaquant accidentellement, comme par hasard, ses coéquipiers de la team New Japan. Muto a semé la confusion en jouant des deux côtés de la querelle, combattant en tant que membre de la New Japan sous son vrai nom et en tant que Great Muta dans la NWO, avant d'être The Great Muta à plein temps pendant plusieurs mois en 1997, et donc membre de NWO Japan. Et le tournant a eu lieu en septembre 1997 lorsque Great Muta, après avoir laissé entendre qu'il se retournerait contre ses coéquipiers de la NWO, a attaqué Kensuke Sasaki et Kazuo Yamazaki, qui faisaient partie de l'équipe de la New Japan, rejoignant formellement la NWO Japan en tant que lui-même
Keiji Muto. Et quand je vous disais lors de la première vidéo que le personnage de Great Muta est clairement la même personne que Keiji Muto, c'est juste Keiji Muto avec une attitude plus heal. Mais là on le voit dans cette histoire, au final la frontière elle est pas très loin. Presque immédiatement après, Shono et Keiji Muto dominent la scène de la division par équipe de la New Japan Pro Wrestling, battant Yamazaki et Sasaki pour un deuxième règne en tant que duo pour le titre IWGP Tag Team Championship le 19 octobre. Et à la manière de Hulk Hogan du côté de la NWO des États-Unis tout simplement, Keiji Muto et Masahiro Shono peignent le signe NWO sur les titres IWGP Tag Team, donc en noir, et c'est bien sûr pour montrer le manque de respect envers la promotion NJPW. Ils poursuivent leur domination dans la division par équipe en remportant la Super Gradée Tag League en battant Manabu Nakanishi et Shinya Hashimoto en finale le 8 décembre. Le 4 janvier 1998, Muto est la tête d'affiche de Final Power Hall au Tokyo Dome et défie sans succès Kensuke Sasaki pour le titre de champion IWGP des poids lourds. Muto et Shono sont contraints de quitter le championnat IWGP Tag Team le 21 avril lorsque Muto se blesse au genou. Ses années d'utilisation du Moonsault Press l'ayant finalement rattrapé. Pendant cette période, il a pris une pause, revenant juste avant le G1 Climax de 1998, où il a été éliminé par Genichiro Tenryu au premier tour. Malgré son retour, Muto est gêné par cette blessure persistante, luttant contre la douleur pendant le reste de l'année 1998 et toute l'année 1999. Vers la fin de l'année 1998, Muto prend la tête de la NWO Japan après que Shono se soit blessé au cou, transformant la NWO en une faction de face. Muto fait ensuite équipe avec son coéquipier Satoshi Kojima et remporte la Super Gradée Tag League en battant Shinya Hashimoto et Tatsumi Fujinami en finale le 6 décembre. Le 4 janvier 1999, à Wrestling World, Muto bat l'un des bras droits de Shono, Scott Norton, et remporte son troisième championnat IWGP des poids lourds. Le mois suivant, Masahiro Shono revient chez New Japan Pro Wrestling et il est en désaccord avec Keiji Muto sur la philosophie et la direction de la NWO Japan, et se dispute avec Shono pour le nom de la NWO. Ce qui évolue en une guerre entre la NWO menée par Muto, Hiroyoshi Tenzan et Satoshi Kojima et la nouvelle Team 2000 de Shono, avec lui-même Don Frye, Super J et d'autres membres de l'ancienne génération de la NWO. On y retrouve même un NWO Sting à cette époque et c'est tout simplement pas le vrai Sting. Attention, si vous voyez NWO Sting, c'est un autre catcheur qui a jamais été un grand catcheur et qui a un peu marché du côté du Japon avec la gimmick de Sting. Mais attention, la gimmick NWO Sting, c'est important de le dire. Et en plus de ça, on était en plein dans la grosse feud entre Hulk Hogan et Sting, donc c'est pour ça qu'ils ont joué dessus. Muto a défendu avec succès le championnat IWGP des poids lourds contre Kensuke Sasaki à Saint Valentine's Day Massacre. Il bat également Don Frye, membre de la Team 2000, à Strong Style Symphony, et Genichiro Tenryu le 5 mai, puis Satoshi Kojima le 20 juillet 1999. En août, Muto participe au G1 Climax, où il ne perd qu'un seul match contre Tatsumi Fujinami. Il gagne le reste des matchs dans son bloc, et se qualifie ainsi pour la finale contre Manabu Nakanishi, qui malheureusement pour lui, il perd. Menant à un match entre Muto et Nakanishi pour le championnat IWGP des poids lourds au Final Dome où Muto le conserve. Muto fait revivre le personnage de Great Muta à Jingu Climax le 28 août pour un No Rope Explosive Barbed Wire Barricade Explosive Landmine Double Head Deathmatch contre le Great Nita, qui est tout simplement le némésis de Atsushi Onita, la légende du Deathmatch Wrestling. Un match que le Great Muta remporte. Le mois suivant, Muto participe à la Super Gradée Tag League avec son coéquipier Scott Norton, qu'il remporte en battant Manabu Nakanishi et Yuji Nagata en finale. Il en a gagné des ligues par équipe, Keiji Muto. Le 10 décembre, Muto perd finalement le championnat IWGP des poids lourds au profit de Genichiro Tenryu. La guerre entre Shono et Muto est perdue par Muto lors de l'événement 2000 Wrestling World le 4 janvier 2000, où il est vaincu par Masahiro Shono. Muto prend une longue pause pour rééduquer ses genoux endommagés, se concentrant plutôt sur un dernier passage en Amérique pour la WCW, marquant ainsi la dissolution de la NWO Japan qui fusionne avec la Team 2000 de Shono.
parlé lors de la première vidéo de sa carrière pas très glorieuse du côté de chez WCW, mais je me dois de revenir un peu dessus. En 1997-98, donc pendant la NWO Japan, Keiji Muto, sous le nom de Great Muta, c'est 9 matchs chez WCW, quelques matchs contre les Steiner Brothers de moins de 10 minutes lors du Nitro du 2 juin 1997 avec une victoire de la NWO Japan, un rematch qui aura lieu à Bash at the Beach 1997 où les Steiners gagneront en 10 minutes, et ensuite une mini rivalité contre The Giant, le Big Show, quoi, qui amène à 2 matchs. Le premier match lors du Nitro du 21 juillet, une défaite par DQ en moins d'1 minute, et la semaine d'après, à nouveau une défaite en moins de 6 minutes. Alors là, je crois que le respect est totalement mort envers la légende japonaise. Et après, plus rien, jusqu'à un retour exceptionnel lors du Nitro du 20 juillet 1998, où Shono et Muta gagnent contre Alex Wright et Disco Inferno en 2 minutes 18. Ah ouais, c'est pas terrible. Mais c'est pas tout, mes amis, c'est pas tout. Après donc avoir subi cette blessure au genou au début de l'année 2000, Muto, comme je vous l'ai dit, est revenu du côté de WCW, et pour faire équipe avec Vampiro dans le Dark Carnival. Et en raison du mauvais booking et du déclin de la WCW dans ces dernières années, Muto n'a clairement pas pu retrouver la popularité qu'il avait à la fin des années 80 et début des années 90 chez NWA. Mais pour tout vous expliquer, il est revenu à la télévision dans l'épisode du 11 juillet 2000 de Thunder, par magie comme ça, et a fait équipe avec les Young Dragons contre 3 Counts et Tank Abbott. J'imagine ils se sont dit, les Young Dragons c'est une équipe asiatique, on va mettre le grain de Muta avec eux. Bon, ils ont juste pas compris que les Young Dragons, dans mes souvenirs, c'était des personnages de catcheurs plutôt chinois et pas japonais. Mais bon, on va dire que c'est à peu près équivalent pour eux, hein. Voilà, on est aux États-Unis dans les années 90. C'est un peu triste, mais bon, c'est ce qu'ils pensaient. Une semaine plus tard, il est apparu sur Nitro, battant Vampiro dans un très long match de 4 minutes, en quart de finale du tournoi pour le titre United States Heavyweight Championship, et plus tard dans la soirée, il a été battu par Mike Awesome dans une demi-finale épique d'environ 3 minutes. Il a remporté le WCW World Tag Team Championship avec Vampiro à New Blood Rising contre Chronic dans un match très moyen, voilà, suite à l'intervention de 2 grands chauves. J'ai même pas essayé de chercher qui c'était, je m'en bats les reins, il faut le dire. Et de toute façon, le public s'en foutait pas mal, donc voilà, c'était vraiment pas un bon match. Oui, parce que je l'ai vu. Eh bah oui, vous avez vu qu'est-ce que je fais pour vous, quand même, hein. Ils l'ont perdu le lendemain. Ah bah ouais, ça, super, ça vaut le coup d'être venu aux États-Unis. Le lendemain soir, à Nitro, contre l'équipe de Rey Mysterio et Juventud Guerrera en 6 minutes. Puis il va sombrer lentement dans la low card jusqu'à son dernier match pour WCW, qui a eu lieu lors d'un house show le 23 septembre 2000 à Lubbock, Texas, contre Sting. Comme quoi, c'est très marquant, le lien entre les deux. Après avoir quitté la WCW, une clause de non-concurrence dans son contrat WCW l'a empêché de participer à la WWF, qui semblerait être intéressée. Le 4 janvier 2001, Keiji Muto fait son retour dans un ring de NJPW, chauve, et oui, c'est important de le dire, il revient, il est chauve, plus de cheveux. Aux États-Unis, il y a sûrement un peu trop de vent. Non, c'est surtout qu'il avait une calvitie qui était un peu présente, hein, voilà. Il a eu raison, ça lui va très bien le crâne chauve. Il revient donc lors du show du Tokyo Dome dans un match par équipe avec Shinjiro Otani. Devant faire face à l'exode de la plupart de son roster vers Noah Pro Wrestling, ça également, bien entendu, un jour j'en ferai une vidéo, All Japan Pro Wrestling décide de faire appel à des catcheurs de NJPW pour remplir la carte de leur gros show au Tokyo Dome du 28 janvier 2001,
King's World New Century. Muto remporte son premier combat chez All Japan Pro Wrestling contre Taiyo Kea. En plus de Keiji Muto sur la carte, on y retrouve Jushin Thunder Liger ou encore Kensuke Sasaki. Mais à la différence de Muto, on les verra plus après ce show-là sur les cartes de All Japan Pro Wrestling. Au même moment, chez New Japan Pro Wrestling, il crée sa faction BATT. Pour continuer un petit moment la feud contre la Team 2000 de Shono. Il s'entoure de Shinjiro Otani, Don Fry qui quitte la Team 2000 pour rejoindre Keiji Muto, Jinsei Shinzaki, Hiroshi Ase, son ancien partenaire des débuts 90, qui lui était signé du côté de chez All Japan Pro Wrestling depuis 1996, et celui qui l'a battu dans ses débuts chez All Japan, Taiyo Kea, donc qui fait venir également de All Japan Pro Wrestling. Il s'impose de plus en plus dans la division solo du côté de AJPW en ce début d'année 2001, en battant le seul des 4 piliers de AJPW à être resté après la création de Noah, Toshiaki Kawada, le 14 avril 2001. Le 8 juin, NJPW organise un show conjointement avec AJPW, NJPW Super Force Group Declaration 2001, qui est un show où des catcheurs de NJPW confrontent des catcheurs de AJPW. Keiji Muto, encore signé à ce moment-là chez NJPW, confronte son partenaire de Bait, qui est lui signé chez AJPW, Hiroshi Ase, dans un match de 39 minutes que Keiji Muto remporte. Et là, je m'arrête 2 minutes sur ce match. Keiji Muto contre Hiroshi Ase, personnellement, j'ai adoré ce combat. C'est un match qui est long, 39 minutes, comme vous l'avez compris, et c'est clairement très particulier. Certains vous diront c'est du Keiji Muto comme on a eu l'habitude de voir, et moi je vous dirai que en fait c'est du storytelling comme on en a pratiquement jamais fait. Je vous explique parce que tout simplement, dans les 15-20 premières minutes, voire même jusqu'à la 25e minute, il n'y a aucune prise de catch. Et là vous vous dites, oh là, c'est quoi ce match? Qu'est-ce que c'est nul à chier, etc. Mais non, en fait, ce qui est bien dans ce combat, enfin, ce que j'ai adoré personnellement, je pense que 99% des fans n'aimeront pas ça, mais moi, en tout cas, j'ai adoré. Ce qui se passe, c'est que pendant 20 à 25 minutes de combat, Hiroshi Ase et Keiji Muto ont pour seul objectif de faire abandonner leur adversaire. Et donc, pendant 20-25 minutes, ils font du grappling, clairement, on peut le dire, du shoot style, où leur but est juste d'affaiblir, de fatiguer et d'essayer de faire abandonner son adversaire, et tous les deux travaillent un peu à la Muto, on va dire, dans l'idée, parce que Ase travaille également la jambe avec des dragon screws, des clés de jambes, etc., exactement à la même manière de Keiji Muto. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce combat là, parce que on se dit bon, c'est long, 25 minutes où les mecs sont à 90% au sol, ça paraît long, mais en fait avec ce qui se passe après, c'est personnellement j'ai trouvé ça trop bien. Car à peu près environ au bout de 25 minutes, en fait les deux hommes s'aperçoivent qu'ils n'arriveront pas à faire abandonner leur adversaire. Et du coup qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à se lever, à porter des prises de catch, à se mettre bien dans la gueule. J'ai partagé sur mon compte Twitter également une powerbomb de Hiroshi Ase où il contre un Frankensteiner de la 3e corde de Keiji Muto qui est fantastique. Et voilà, c'est un très bon match. Moi j'ai adoré ce combat personnellement. Et quand ce show a eu lieu, il a été chroniqué par Dave Meltzer dans sa newsletter, et ça fait partie des matchs qu'il n'a pas pu noter, où il expliquait tout simplement que pour lui, ce match-là, s'il était sorti en 1973, ça aurait été facilement un 4 étoiles. Là où en 2001, il était incapable de savoir si le public allait apprécier ce combat. Parce que c'est vrai que le côté, on reste au sol, on fait des clés de jambes pendant 20-25 minutes, ça peut être pénible pour les 3/4 des gens. Et comme il le dit aussi, mais en fait pour d'autres, c'est très bien et vont comprendre totalement le storytelling. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Moi personnellement, j'ai trouvé ça très bien. J'ai un gros défaut sur ce combat, c'est que Hiroshi Ase ne vend pas du tout sa jambe. Il oublie totalement le selling, et ça c'est vraiment très particulier parce que c'est un match qui est basé sur ça, donc logiquement ça se doit d'être parfait là-dessus, et ce n'est pas le cas, c'est vraiment dommage. Mais franchement, hormis ça, l'histoire racontée par les deux catcheurs est vraiment très cool et assez inédite et très surprenante, vraiment. Donc si vous voulez vous lancer, c'est long, 39 minutes, ne perdez pas espoir au début, c'est compréhensible que vous allez peut-être vous embêter un peu, mais après franchement c'est très bien, il y a des très beaux spots et c'est vraiment un bon match. Donc ça c'est, voilà, je voulais m'attarder un peu dessus parce que c'est particulier comme combat. Et pour information, il n'est pas évident à trouver. Si vous tapez le nom du match Hiroshi Ase Keiji Muto à NJPW Super Force Group Declaration 2001, vous allez trouver le combat, vous tapez ça sur Google, vous allez le trouver. Mais par contre, faites très attention si vous avez des enfants ou autre, ou si vous n'êtes pas trop envie de voir des images plus de 18, parce que en fait le seul site où je l'ai trouvé,
il y a également des films pour adultes qui sont diffusés sur ce site. Donc c'est vrai que vite on se retrouve à avoir des extraits de vidéos de films pour adultes sur ce site là. Donc voilà, si vous voulez chercher ce combat, faites en sorte de pas être à côté des enfants, machin, et puis soyez au courant de ça. On trouve beaucoup de choses sur internet, et parfois le moyen de trouver ce genre de truc, c'est d'aller sur des sites où tout est possible d'être uploadé, dont des films pornographiques. Donc voilà, je tenais à vous dire, faites attention, et si vous tombez là-dessus, je vous ai prévenu. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Petit coquin et petite coquine, je vous vois, attention. Et seulement 2 jours plus tard, le 8 juin 2001, il défie celui qui l'avait battu en 99 pour le titre IWGP, Genichiro Tenryu, dans un match pour le titre Triple Crown qu'il remporte. Un match exceptionnel, vraiment, allez-y, les yeux fermés. Et là, vous tomberez pas sur des trucs bizarres, croyez-moi. Il devient donc champion Triple Crown pour la première fois de sa carrière. Du côté de New Japan Pro Wrestling, il continue sa guerre contre la Team 2000 de Masahiro Shono, puis rencontre un nouveau Shono dans un match 1 contre 1 le 20 juillet 2001 au show NJPW Dome Quake, match qui a eu lieu quelques jours avant le début du G1 Climax 2001. Keiji Muto perd ce match, mais les deux hommes se rencontrent à nouveau dans le G1 Climax, et ce match a une petite importance parce que tout simplement le gagnant de ce match va finir premier de leur bloc, à savoir le bloc B. Et c'est Keiji Muto qui remporte ce combat. Il gagne sa demi-finale contre Tadao Yasuda, mais perd contre Yuji Nagata, qui était en plein push du côté de New Japan Pro Wrestling, et au passage vraiment une incroyable finale. Allez la voir, celle-là, la finale G1 Climax 2001, elle est incroyable. Au même moment, on repasse du côté de chez All Japan Pro Wrestling. Il conserve son titre Triple Crown contre Dr. Steve Williams, qui amènera une haine entre les deux hommes qui se conclura dans un match du Champions Carnival en 2002, le 24 mars. Et le 23 septembre chez New Japan Pro Wrestling, il a un match contre Scott Hall. Et oui, le Scott Hall, on est en 2002, et franchement, je peux vous le dire, chez WWE, il était catastrophique à cette période, et chez New Japan, c'est vraiment pas dégueulasse. C'est vraiment un bon match. En compagnie de Taiyo Kea, il remporte les titres par équipe de AJPW contre Genichiro Tenryu et Yoji Anjo le 22 octobre 2001. Et une semaine plus tard, dans un match champion contre champion, les titres IWGP Tag Team et AJPW Tag Team sont en jeu. Muto et Kea gagnent contre Osamu Nishimura et Tatsumi Fujinami pour devenir champion IWGP Tag et conserver le titre AJPW lors du show NJPW Survival 2001. Il participe à la Real World Tag League en novembre et remporte le tournoi le 7 décembre 2001 contre Mitsuya Nagai et Toshiaki Kawada. Il conserve également son titre Triple Crown contre Masahiro Shono au show de la AJPW October Giant Series le 27 octobre. Toujours un très bon match entre les deux, ils avaient vraiment une alchimie particulière ensemble. Et du côté de NJPW, il remporte un match contre Tatsumi Fujinami le 11 décembre 2001 pour garder son titre. Vous l'avez compris, il termine donc une année 2001 incroyable, exceptionnelle pour lui. Je pense que c'est sa meilleure année dans sa carrière. Il est champion par équipe chez All Japan Pro Wrestling, chez New Japan Pro Wrestling, finaliste du G1 Climax, en gagnant la Real World Tag League chez All Japan Pro Wrestling et en étant champion Triple Crown. Une année totalement fantastique. En 2002, il participe au show du 4 janvier au Tokyo Dome Wrestling World 2002, où il est dans un match par équipe avec Hiroshi Ase contre Osamu Nishimura et Tatsumi Fujinami, qu'il remporte. Et cette carte, clairement, elle est un peu bookée particulièrement. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Cage Match. Vous allez voir, la carte fait vraiment pas de sens. C'est un show New Japan, le titre Noah est en main event. C'est bizarre, c'est bizarre. En fin de contrat avec New Japan Pro Wrestling, il décide de pas continuer avec la promotion et il veut rejoindre officiellement All Japan Pro Wrestling alors qu'il était champion par équipe à IWGP. Et ouais, oui, le mercato ça existe pas que dans maintenant et ça existe pas que dans le foot d'ailleurs. Dans le catch, il y en a eu des gros mercatos et celui-là et le joueur Keiji Muto, le numéro 10, il vaut cher. Mais c'est fin de contrat donc c'est le transfert gratuit, il n'y a pas de frais, de machin et tout. Là c'est niet. Niet. New Japan là un peu dans l'os. En plus de tourner le dos à NJPW, il amène avec lui chez AJPW deux talents de New Japan Pro Wrestling, Satoshi Kojima et Kendo Kashin, qui était le champion IWGP Junior, ce qui oblige à NJPW à rendre les deux titres vacants, le titre IWGP Heavyweight Tag et Junior Heavyweight. Bait,
qui était un clan où il y avait des catcheurs des deux promotions, s'arrête. On arrive donc en janvier 2002 et il conserve le titre par équipe avec Kea, le titre AJPW, attention, j'espère que vous me suivez, contre Jim Steele et Mike Burton. Mais Muto perd le titre Triple Crown contre Toshiaki Kawada lors du show Excite Series 2002 au Nippon Budokan. Il participe donc à son premier Champions Carnival, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, l'équivalent du G1 Climax, mais chez AJPW. Il se qualifie en demi-finale derrière Genichiro Tenryu dans le bloc B et rencontre celui qui l'a amené chez AJPW, Satoshi Kojima. Il remporte cette demi-finale et se retrouve donc en finale contre Mike Burton et remporte donc pour la première fois de sa carrière le Champions Carnival. Il devient donc le premier catcheur à avoir gagné dans sa carrière le G1 Climax et le Champions Carnival. Carrière légendaire, je vous l'ai dit. Toshiaki Kawada, qui s'est blessé dans son premier match lors de ce Champions Carnival, doit rendre le titre vacant. Et donc Keiji Muto, qui a remporté le tournoi, va faire face au seul catcheur qui l'a battu, Genichiro Tenryu. Et bordel, je trouve ça vraiment très bien pensé et l'histoire elle est parfaite. Et au passage, tous les matchs Tenryu contre Muto, c'est des masterclass, allez les voir. Tenryu remporte le match et devient donc le nouveau champion. Muto échoue à nouveau contre Genichiro Tenryu. Durant l'année 2002, il participe à un tournoi Six-Man, le Giant Baba Six-Man Cup. Il est accompagné de George Hines et Kaz Hayashi. Il remporte le tournoi contre Arashi, Tenryu et Nobutaka Araya. Après un règne de plus de 268 jours, Kea et Keiji Muto perdent les titres contre deux catcheurs que Muto avait battus il y a quelques années auparavant chez WCW, et c'était bien entendu Chronic, Brian Adams et Brian Clark. Bon, cette fois-ci je l'ai pas regardé, hein. Le 20 juillet 2002, au show Royal Road 13 Giant Battle, Keiji Muto ne catch pas une fois, ni deux fois, mais 3 fois dans ce show. Eh oui, mesdames, messieurs, 3 fois. Sur 3 gimmicks différentes. Il remporte son premier match contre Kaz Hayashi sous le personnage de Kokushi Muso. Il remporte ensuite un 6-man tag team match sous le nom de Keiji Muto en équipe avec Dos Caras et Mil Mascaras contre Abdullah the Butcher, Gran Hamada et Gran Naniwa. Puis, pour la première fois chez AJPW, en tant que Great Muta contre le Great Koji, qui est tout simplement le némésis de Satoshi Kojima. C'est quand même pas du tout banal cette histoire, il faut l'avouer. Le 30 septembre, lors d'une fête organisée pour le 30e anniversaire de AJPW, au célèbre Tokyo City Hotel, Mokoto Baba, la femme du défunt Giant Baba bien entendu, annonce officiellement la nomination en tant que président de AJPW de Keiji Muto, lui transférant donc toutes les actions de la famille Baba. Et là, je pense que le Keiji, il pouvait pas rêver mieux là. Il était content, il devait être bien content. Et malgré cette position, Muto continue de lutter à plein temps pour la promotion. Et comme de par hasard, le 27 octobre de cette même année, Muto, sous le personnage de Great Muta, remporte son deuxième titre Triple Crown contre Genichiro Tenryu. Il participe à la Real World Title League 2002 avec Animal Warrior, mais perd en finale contre Tenryu et John Tonta. En 2003, Muto ouvre la porte de All Japan Pro Wrestling à ses anciens amis de NJPW, Shinya Hashimoto et Shinjiro Otani, qui ont créé leur propre promotion en 2001, Zero One. Et donc en 2003, on y verra une petite feud entre All Japan Pro Wrestling et Zero One, mais ça, je vous le raconterai dans la prochaine vidéo. Comme vous l'avez compris, je vous ai pas chroniqué 10 ans de carrière dans cette deuxième vidéo pour la raison simple de 96 à 2003, car il se passe énormément de choses pour Keiji Muto dans sa carrière. Son changement de style suite aux blessures, son départ de New Japan Pro Wrestling et sa prise de pouvoir chez AJPW, son jeu politique ou encore la mise en avant de ses amis
peut faire penser que voilà, c'est un peu le problème de Keiji Muto, qu'il est un peu trop politicien, mais malgré tout ça, Keiji Muto, pendant cette période, c'est des matchs exceptionnels. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette période, il rencontre des catcheurs qui sont totalement opposés à lui. Des Genichiro Tenryu, des Kawada ou des Taiyokea. Des catcheurs d'un style plutôt Kings Road. Lui, il a un style vraiment très strong style, il faut l'avouer. Et tout ça fait qu'il y a des énormes matchs. Et donc c'est parti, comme pour la première vidéo, voici la liste des matchs et histoires que je vous recommande. Premièrement, le 5 juin 1997, je peux que vous recommander Keiji Muto contre Shinya Hashimoto. Je vous recommande également les matchs de rivalité entre la team New Japan Pro Wrestling et NWO Japan. Entre autres le match de Hyper Battle 1997. Il est vraiment cool, c'est un match à élimination de la team NWO contre la team New Japan Pro Wrestling. Keiji Muto est dans l'équipe de New Japan Pro Wrestling et franchement pour comprendre un peu l'histoire c'est vraiment sympa et vous allez comprendre pourquoi également Shinya Hashimoto était le gros babyface à cette période. C'est disponible sur le New Japan World. Son année 1998 où il a un gros match pour le titre IWGP contre Sasaki le 4 janvier ou à nouveau contre Hashimoto le 23 septembre 1998. En 1999, et ben oui mine de rien je vous recommande son match contre Scott Norton au 4 janvier 1999. Et également le Great Muta contre le Great Nita, donc Atsushi Onita contre Keiji Muto en gros, mais les versions de Nemesis, donc dans le match à barbelé explosif. Je vous le recommande parce que c'est disponible sur le New Japan World, et en plus de ça, bah, c'est assez rare. Il y en aura un autre, je crois, si je dis pas de bêtises, Atsushi Onita contre Masahiro Shono, soit quelques années avant ou soit quelques années après, je ne sais plus exactement. Mais c'est vrai que c'est assez rare qu'on voit ce genre de stipulation du côté de chez New Japan. Et c'est vraiment un bon petit match où les explosions sont assez impressionnantes, comme chaque fois des matchs comme ça de toute façon. Donc ça, je peux le recommander également. Mais bien sûr, sa rivalité contre Genichiro Tenryu et ses 3 combats de 98 et 99 sont des must-see. Le troisième, pour moi, est fantastique, mais il y en aura d'autres et je vais vous en parler dans quelques secondes. Son match contre Masahiro Shono le 4 janvier 2000, la fin d'une histoire entre NWO Japan et Team 2000, c'est un match important historiquement et puis voilà, ça finit une histoire et c'est vraiment un très très bon match. Son année 2001 chez AJPW et New Japan, comme je vous l'ai dit, pour moi je pense que c'est la meilleure année de Keiji Muto et il est au pic de sa forme. Car après 2001, il faut l'avouer, les genoux partent un peu en sauciflard, donc c'est un peu compliqué pour lui. Mais ça reste qu'il va faire des très bons matchs après, attention. Il ne faut pas croire qu'il est totalement fini à partir de 2001. C'est pas du tout ce que je dis et ce que je pense. Mais voilà, c'est vrai que là, je trouve qu'en 2001, il est incroyable. Et son match exceptionnel contre Genichiro Tenryu le 8 juin 2001, donc pour le titre Triple Crown. Et s'il y a un match à pas louper, je pense que c'est celui-là. Sûrement l'un des meilleurs matchs de Muto, donc pour moi dans sa carrière, avec vraiment le match contre Yuji Nagata, disponible sur le New Japan World cette même année. Et franchement, la finale du D1 Climax, elle est très bonne. Mais voilà, vous l'avez compris, il faut pour moi rattraper tous les matchs qu'il a fait contre Tenryu, Kawada, etc. C'est des classiques. Donc voilà qui termine cette deuxième vidéo sur la carrière de Keiji Muto. Vous l'avez vu, j'ai parlé de moins d'années, mais elle est tellement complète sa carrière que la vidéo va peut-être durer un peu plus longtemps et je m'en excuse. J'essaye de faire au plus vite, mais c'est vraiment compliqué. Bref, vous l'avez compris, ça m'a demandé encore une fois plein de boulot, beaucoup d'heures de catch où j'ai regardé du Keiji Muto. Je pense avoir vu tous ces gros matchs là que je vous en ai parlé, donc clairement ça en fait du catch. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je donne mon temps et mon cœur pour faire ce genre de divertissement qui vous plaise. Et j'espère vous avoir appris des petites choses plutôt croustillantes que vous allez pouvoir répéter comme ça avec vos potes fans de catch qui vont dire hey, tu savais, enfin voilà, vous m'avez compris. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser un bon gros like. Le partage, c'est le plus important. Un petit retweet, un petit partage Facebook, Insta, peu importe. N'hésitez pas, je compte sur vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce que la suite arrive la semaine prochaine avec la troisième partie de la carrière de Keiji Muto chez All Japan Pro Wrestling. Puis on va peut-être commencer également à parler de TNA Impact. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. C'était Cody. Comme on dit chez moi, banzai. Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux et vive Keiji Muto.